Bonsoir à tout le monde. En tant que corps, l'armée est l'ultime recours de la nation en cas de péril extérieur. L'ultime arbitre également si, par malheur, les divisions intestines et l'affaiblissement du ressort national en viennent à compromettre sa cohésion. C'est ça la dualité du rôle de l'armée dans un État. C'est que sa première fonction, c'est la défense de la sécurité nationale vis-à-vis d'agressions extérieures. C'est très important, d'agressions extérieures. Et certains en tirent la conclusion rapide que le rôle de l'armée, c'est dans les casernes et qu'elle n'a rien à faire ailleurs que dans les casernes ou au front quand il y a la guerre. Vous verrez que c'est un peu plus subtil que ça. Parce que justement, il y a le deuxième aspect aussi, qui est que euh, certains attribuent à l'armée une fonction différente, celle d'intervenir dans les discords civils et d'y jouer un rôle d'ultime arbitre. Prise littéralement, cette seconde proposition n'irait en rien de moins qu'à mettre en place qu'à mettre la force des armes au-dessus du pouvoir des lois, à placer le citoyen sous la surveillance du militaire et à reconnaître à celle-ci une sorte de droit au coup d'État. Par la force des circonstances, l'armée a été amenée en Afrique à se faire une idée de son rôle qui déborde le domaine proprement militaire vers l'action morale, administrative et politique. Là est la cause du conflit le plus grave, car rien ne paraît aux officiers plus nécessaire que ce surcroît de puissance et rien n'effraie davantage le secteur de l'opinion éclairée et libérale qui voit dans une intervention des militaires à l'intérieur de l'État le péril majeur pour la démocratie. Pourtant, nos armées ont des spécificités qu'il ne faut pas ignorer. Parce que dans le cadre du processus de formation de l'État dans l'Afrique postcoloniale, les forces armées ont été établies comme des éléments manifestes du dispositif de l'État. Leur mission principale étant la défense de la société contre toute agression externe. Elles ont un rôle de renfort de la sécurité intérieure seulement en cas de nécessité absolue. En d'autres termes, la principale raison d'être de l'établissement d'une armée était la défense territoriale de l'État. Par la suite, les forces armées étaient censées se transformer en forces nationalistes et non partisanes, je répète, dont la loyauté appartenait avant tout à l'État. Parce que les pays africains ont une double particularité. Un, celle d'être des créations récentes, ayant accédé à la souveraineté internationale les derniers. Et deux, d'avoir leurs frontières définies par des puissances étrangères autour d'une table avec des règles, des équerres et des compas et non au canon, comme sur d'autres continents, comme notamment l'Europe et l'Amérique du Nord, qui sont les berceaux de la démocratie libérale. Donc, l'évolution des armées est concomitante avec l'évolution des États. Et les États africains n'ayant pas été créés de la même manière que d'autres États plus anciens, évidemment, leur armée ne peut pas avoir déjà eu la même évolution que les armées de ces États-là. Un État démocratique libéral remplit son rôle protecteur au sein de la communauté politique en instituant un État de droit, respecté à travers la sanction. Pour préserver son autorité, l'État doit protéger ses citoyens des menaces étrangères, par le biais en particulier d'une institution militaire efficace. Paradoxalement, l'armée est bien souvent cette même menace dont les citoyens cherchent à se protéger. Alors, il est important d'avoir une armée assez forte pour protéger l'État. Les forces armées ne peuvent pas rester sans son contrôle propre. Libérée des restrictions imposées, l'armée peut très bien poursuivre ses intérêts propres et ses désirs et constituer une menace interne pour le pouvoir souverain.
Et c'est ce qu'on a vu se multiplier en Afrique. Ce qui demeure une certitude, c'est que les armées ont pendant longtemps été un obstacle majeur à la démocratie en Afrique, s'emparant du pouvoir et à une fréquence accablante et dominant bien souvent le processus politique, même sous les régimes civils. Malheureusement, cette tendance perdure en divers endroits, étant du Burkina Faso, qui est champion du monde en taux de réussite de coup d'État. Je vois un peu, vous voyez de quoi je parle. Donc, pourtant, au fur et à mesure, les armées africaines, d'ennemis de la démocratie, en deviennent parfois les défenseurs dans quelques pays. Le rôle positif joué par l'armée dans la transition démocratique de nations telles que le Mali avec ATT, le Bénin avec le général Mathieu Kédokou et le Ghana avec John Jerry Rawlings, s'est avéré décisif, mais ne doit pas être surestimé. Les armées en Afrique constituent et restent des acteurs politiques cruciaux. Selon William Guthrie, la question n'est pas de savoir si les armées vont participer à la politique, mais plutôt de savoir dans quelle mesure et par quels moyens. De l'indépendance à nos jours, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que depuis les indépendances, les forces de sécurité de la plupart des pays africains avaient souffert de la médiocrité de la gouvernance. Quand l'ingérence politique n'avait pas érodé leur professionnalisme et conduit à des recrutements effectués sur une base ethnique ou géographique, les dirigeants politiques ont essayé d'acheter la loyauté des forces spéciales au détriment des armées nationales. Contrairement à la croyance populaire, ce sont surtout les régimes militaires qui ont nui à l'efficacité des forces de sécurité, tandis que les États à parti unique, pour leur part, exigeaient la loyauté au parti avant le professionnalisme des forces armées. Souvent, c'est assez peu intéressé au rôle et aux missions des forces de sécurité et à leur bonne gestion. Parfois, elles ont servi d'employeurs de dernier recours, d'où des effectifs militaires pléthoriques, mais sans entraînement adéquat et au niveau d'éducation très bas. Cela dit, vouloir invisibiliser un tel acteur majeur qu'est l'armée, et ça rejoint un peu ce que mon prédécesseur disait par rapport aux chefferies coutumières et religieuses, c'est une erreur, car ces une nation qui reste à bâtir sur des territoires définis par d'autres, mais acceptés au moment des indépendances, c'est commettre la même erreur que de tenter d'invisibilité d'autres forces comme les femmes, les jeunes et les chefferies coutumières et religieuses. Les pays africains ne se sont pas construits comme d'autres. Leur marche vers la démocratie, la modernité et l'état de droit ne peut pas suivre le même canevas, le même chemin que les autres. Partant de notre situation actuelle, nous devons trouver des creusets pour fabriquer des sociétés homogènes. Et c'est là où l'intégration africaine peut nous être utile. Pourquoi? Parce que pour fonctionner, une intégration économique a besoin d'harmonisation politique. Dans ce monde mondialisé et de plus en plus dérégulé, seuls les grands ensembles pèsent. Or, toute intégration économique entraîne inéluctablement une harmonisation des politiques nationales et des abandons partiels de souveraineté. Chose que nos dirigeants font, mais n'expliquent pas toujours et se gardent bien d'informer les populations. Et on voit par exemple le débat qu'il y a en AES sur la CEDEAO, qui a certes beaucoup de défauts, et je reviendrai sur des propositions d'amélioration de la CEDEAO, mais qui n'est pas responsable de ce qu'on lui impute en réalité. Les gens ne sont pas conscients que faire partie de la CEDEAO, c'est un abandon partiel de notre souveraineté, notamment en matière douanière, par exemple. Rien que ça. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire économique de tous nos États. Et la politique de la Chine consiste à préférer les relations bilatérales aux relations multilatérales avec des grands ensembles. Elle le fait même avec l'Union européenne, dans laquelle elle essaye de diviser pour régner. Plusieurs pays européens ont cédé aux sirènes
des nouvelles routes de la soie. Ils sont en train d'en revenir ayant compris qu'ils ont plus intérêt à des accords Chine-Union européenne plutôt qu'à des accords de chaque pays européen pris séparément face à la Chine. La CEDEAO est l'une des organisations sous-régionales africaines la plus fonctionnelle et la plus opérationnelle. Elle reste à approfondir, notamment sur 4 axes. Premièrement, au plan parlementaire, le Parlement de la CEDEAO doit être directement élu par les électeurs de la CEDEAO et non sélectionné par le pouvoir exécutif parmi les parlementaires nationaux. Et ce Parlement doit être un véritable contre-pouvoir face à l'exécutif qu'est la conférence des chefs d'État. Ça, c'est l'aspect démocratie au sein de la CEDEAO. Et l'Union européenne, entre parenthèses, a connu la même évolution. Donc, les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO doivent être exécutoires pour les États membres. Troisièmement, le protocole additionnel de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance doit être revu afin de réserver le même sort au coup d'État constitutionnel qu'au coup d'État militaire. Et quatrièmement, la CEDEAO doit également avoir un volet militaire pour faire face aux nouveaux dangers que sont le djihadisme et les rébellions armées. Les autres grandes régions africaines doivent en faire autant, de sorte que l'Union africaine soit l'union des organisations régionales. C'est à ce prix-là et à ce prix-là seulement, de mon point de vue, que nous tournerons enfin la page de l'instabilité politique dans nos pays. En conclusion, les États africains n'ont ni la même genèse, ni la même histoire, ni le même parcours que les pays à travers lesquels ils sont entrés dans le concert des nations à travers leur adhésion à l'ONU. Leur marche vers la démocratie ne peut donc pas suivre les mêmes chemins. Ces États n'ont pas été constitués par la guerre, leurs frontières n'ont pas été destinées au canon comme en Europe ou en Amérique. Leurs armées n'y ont donc joué aucun rôle dans la définition de leur territoire. Et cela, même là où il y a eu des luttes armées de libération nationale contre l'ancien colon. Pour autant, l'armée constitue une force politique que l'on ne peut pas invisibiliser d'un trait de plume dans l'édification de ces jeunes pays. C'est en trouvant un bon équilibre entre le politique, la société et l'armée que celle-ci pourra enfin trouver le chemin vers le rôle qui doit être le sien dans une démocratie, c'est-à-dire garantir l'intégrité du territoire et la protection des populations, de l'ensemble des populations et non pas que d'une partie des populations. Merci.